Bon, voilà, je vais lire l'intervention, parce que c'est minuté, c'est compliqué. Nous allons essayer, à travers une observation, de repérer comment ces patients, les patients psychotraumatisés, s'adressent à nous avec leur corps-mémoire, plus qu'avec la parole qui est limitée dans le psychotraumatisme. Voilà, je présente un petit peu la passe, qui a un côté tour de Babel, du point de vue du langage. On y entend plein de langues. On entend la maternelle, la véhiculaire, la traduite. Il y a le récit demandé par les instances juridiques. Il y a la parole qui dit l'histoire d'une vie. C'est plutôt ce que demanderait le psychiatre. Mais cette parole est rare et douloureuse. Les patients ont souvent du mal à la livrer. Et à la passe, il y a le corps physique occupé par des émotions qui ne passent pas et son langage. Une éminente collègue me demandait pourquoi nous ne soignons pas le psychotrauma avec le MDR. Je n'avais pas de réponse sur le coup. Certes, le dispositif hospitalier ne s'y prête pas. Et on dit aussi que le MDR n'est pas prioritaire dans ces traumas dits complexes qui sont liés aux aberrations humaines. Le MDR n'atteint pas la trahison et l'abandon, ni la précarité, ni la réactualisation des dangers par les menaces administratives comme le rejet d'asile, la procédure Dublin, etc. Pas de MDR à la passe. Mais nous avons un trésor de guerre, l'équipe. Les acteurs qui réceptionnent ces différents langages travaillent en équipe. Le psychiatre y a sa part. Il doit soigner la maladie due à ces aberrations qui sont tues et qui se sont inscrites dans le corps depuis longtemps en produisant des symptômes loin de la conscience autobiographique. Le psychiatre sait que les émotions empruntent les voies de la douleur physique. Si le psychiatre travaille en immersion dans l'équipe, il est au carrefour des demandes et des observations, près des bureaux des infirmières ou des assistantes sociales, là où il se passe quelque chose. On ne manquera pas de le solliciter quand les traumas sont pleins de désespoir, de panique, d'oneirisme, d'addiction. Mais à l'expérience, il a aussi un rôle auprès du médecin. L'histoire de Madame Zarima est un exemple d'un travail intégré du médecin et du psy. Elle consulte pour la première fois en juin 2018, il y a un an, à la demande du centre médico-légal de Belleville. Elle n'a pas de couverture sociale. Récemment arrivée en France avec son mari et ses 3 enfants, 14, 11 et 9 ans, ils sont restés 2 ans et demi au Danemark, où la demande d'asile a été rejetée. Ils sont exilés politiques d'Afghanistan en procédure Dublin. Ils sont à l'hôtel. Elle vient pour des problèmes gynécologiques, des brûlures épigastriques traitées au Danemark et un syndrome dépressif lui aussi déjà traité là-bas. L'interne Julia note très bien l'état dépressif et represcrit le Norset. Mais il y a bien d'autres considérations. Le bilan sanguin, la radio, une consultation gynéco à prévoir pour les ménorrhagies, les douleurs pelviennes, un nodule thyroïdien à l'examen, elle demande une échographie, beaucoup de choses. En juillet, pas d'amélioration de l'état dépressif. Elle note une insuffisance veineuse des membres inférieurs avec des douleurs à la marche et à la numération une légère leucopénie. À voir. Elle demande un endocrinologue et elle demande le psychiatre devant la persistance de la dépression. Je vais la suivre de mon côté. Elle est douloureuse, le visage fermé, elle ne dort pas, elle crie la nuit, des cauchemars où elle voit ses enfants morts et elle panique. Ils étaient en danger en Afghanistan, un taliban est venu pour les tuer, il a attaqué la maison, elle était seule avec les enfants, elle a été frappée. Autre chose ? On ne sait pas. Je prescris un peu de tertian pour le sommeil. Réévalué en août 2018 par Julia, les résultats des examens complémentaires sont négatifs. Je cite « Ça allait mieux avec le tertian, mais nouvelle dégradation. Fatigue, s'endort en consultation. À l'interrogatoire, on croit comprendre qu'elle prend le tertian le matin. Je lui dis de le prendre le soir. Une nouvelle douleur main gauche insomniante, sensation de brûlure et de frottement des os. Des fourmillements intermittents dans le pied gauche, des douleurs épigastriques. À chaque consultation, une nouvelle douleur. » Et elle rajoute « Question d'un renvoi au Danemark. L'audition est prévue le 14 septembre. À revoir avec la psy. » On la revoit, je lui ferai une demande à la préfecture de maintien sur le territoire du fait de son état de santé.
L'interne Julia a quitté le service. Je continue à suivre la patiente tous les mois. Elle tient à ses médicaments qu'elle prend à la pharmacie de l'hôpital. Elle oublie beaucoup, ses affaires, la date de naissance de ses enfants, parfois son nom. Son mari l'accompagne car elle ne pourrait pas trouver son chemin. Il est toujours à côté d'elle. C'est lui qui fait la cuisine. Elle est éteinte, irritable. Elle a perdu espoir dans la vie, dit-elle. Elle attend la réponse de la préfecture suite à l'audience de septembre pour le Dublin. Les enfants, quant à eux, sont à l'école et déjà, ils parlent le français. En octobre, bonne nouvelle. Ils peuvent déposer la demande d'asile en France. C'est mieux, mais elle n'est pas dans son état normal, dit-elle. Elle a peur. Les parents, je lui demande, pas de nouvelles depuis longtemps. En novembre, on apprend qu'elle a écrit son récit pour l'OFPRA. C'était des mauvais souvenirs. Elle va mal pour ça. Je lui dis que je lui ferai un certificat pour ses troubles de la pensée. Janvier 2019. Elle arrive en pleurs à la consultation de la nouvelle interne Stéphanie. Je suis là en relais. L'interne reprend et décompte les problèmes et les douleurs épigastriques intenses sont réapparues. On discute entre nous assez longtemps d'une éventuelle fibroscopie. Devant son état psychique, je pense pour ne pas la faire. Stéphanie va proposer un traitement antibiotique d'épreuve avec 3 antibiotiques. Le mari est rappelé pour ce traitement un peu lourd. Il suit de près la démarche de Stéphanie. On apprend qu'il est médecin. Il parle en anglais avec elle. Moi, je me souviens, les infirmières m'avaient dit qu'elles ne la connaissaient pas bien, cette patiente. Beaucoup d'intermédiaires, le mari, les fils. Quand je la vois seule, elle s'exprime plus volontiers sur ses sensations douloureuses très anxiogènes. Elle pense à un problème de cœur. Elle arrive à dormir, mais c'est nouveau, elle se réveille en tremblant et elle se sent perdue. Cet état de dissociation, on l'observe même à l'entretien. Elle est vite ailleurs. Le traducteur se plaint qu'elle ne répond pas aux questions. Elle a la tête comme une citrouille. Elle dit qu'elle est passée à l'OFPRA il y a 20 jours avec son mari et qu'elle est très inquiète. Je rajoute des benzodiazépines au traitement. Février 2019, on la voit, Stéphanie et moi, avec son fils Adib pour la traduction. La douleur épigastrique s'est nettement amoindrie. L'interne conclut à une bactérie gastrique soignée par les antibiotiques. En mars, à nouveau des douleurs à l'estomac. Cette fois, le mari insiste gentiment. Elle est prête pour une fibro. C'est la dernière consultation pour Stéphanie. Elle note que le moral et le sommeil sont améliorés, pas de plainte particulière. Une fibrose sous-âgée est néanmoins prévue en juillet. Madame Zarima vient me voir en mai avec son mari, souriante, son regard est présent. Il n'y a toujours pas de réponse de l'OFPRA. En fait, je ne sais pas grand-chose d'elle. Je pense que la prochaine fois, je la verrai seule pour parler dans la langue du cœur, la langue maternelle, peut-être de ce qui s'est passé pendant l'attaque, les menaces sur la famille au pays, ses problèmes personnels, qui sait. À y regarder de près, voilà. Donc c'est la fin de l'observation de Madame Zarima, pardon. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit bien que le médecin généraliste est attelé à un travail d'Hercule. Et dans tout ça, les mots physiques du trauma, ces plaintes mouvantes ou répétitives, lui offrent peu de crédit. Lui, qui est cartésien, qui analyse les symptômes un par un et les fixe dans des protocoles. S'il met la focale un peu plus haut, il perçoit l'importance de l'environnement. Par exemple, à l'habilité de l'état de Madame Zarima en fonction du dossier de régularisation. Il perçoit la dépression et même l'envahissement du psychotrauma, dont l'origine est extérieure à la patiente. C'est là que le psychiatre peut travailler avec lui. D'abord en répondant à son appel d'écouter à deux, en portant la vision d'ensemble des liens qui composent cet environnement complexe, et parce qu'un psychiatre est utile pour apaiser les tensions. Le psychiatre, il aura tendance à fabriquer du futur, l'expectancy du principe de Salmon. Par exemple, pour cette patiente, en rédigeant les certificats pour les juridictions, en pensant qu'une place lui est destinée, qu'elle éprouve un sentiment viscéral de sécurité et qu'elle s'ancre dans le présent. Puis, il fera au mieux pour qu'elle retrouve la conscience de tout son être.
Il va lui souffler les mots pour s'extraire du vide, donner du sens, écouter les pensées douloureuses qui font surface, l'essentiel, qui reprend sa place dans son histoire et dans son passé. Car on a bien compris, retrouver les structures mentales qui ont été coupées est un enjeu vital. Pour conclure, sur l'importance des bobos. Dans son livre « Le corps n'oublie rien », Van der Kolk, qui travaille sur le psychotrauma à Boston, propose chez ces patients, dont l'esprit se ferme sans pouvoir donner de détails de leur histoire, de procéder par, je cite, « mouvement pendulaire entre état d'exploration du psychotraumatisme et corps en sécurité, hors de portée du nerf vague », pour les connaisseurs. Dans ce sens, c'est important de soigner les bobos. Ils apparaissent plutôt comme des prétextes à consulter, mais on peut facilement en parler. Face à l'alexithymie, c'est le terme scientifique, de ces patients, les bobos sont les passeurs faciles de la communication entre le patient et le médecin, les pourvoyeurs de gratitude, la monnaie d'échange pour aborder le plus dur. Profitons-en pour parler avec la douleur.